Alors, bonjour à tous, mon nom est Lauriana, je suis chercheure à l'INSA Toulouse, entre autres en analyse cycle de vie. Et puis, ça me fait plaisir de vous offrir cette vidéo, comme je ne peux pas être là en personne, sur les défis méthodologiques inhérents aux analyses cycle de vie. Je vais utiliser le terme ACV à partir de maintenant, des bioproduits. Donc, évidemment, je vais que vous dresser un portrait des grands enjeux sans donner forcément toutes les solutions qu'on n'a pas non plus forcément encore. Donc, une chose que je peux clamer au FR, c'est qu'en termes d'analyse cycle de vie, on a quand même encore un grand besoin d'harmonisation pour assurer la crédibilité à long terme de la méthode. Pour faire simple, si deux ACV d'un système donné donnent une conclusion différente, c'est dans l'intérêt de personne, hein, puis c'est la méthode qui en souffre et puis qui perd de la crédibilité. Donc, on a un grand besoin d'harmonisation et ce, malgré qu'il y a déjà des standards comme le ISO 14040, 14044 et puis les amendements relatifs. Donc ici, j'ai identifié quelques enjeux où il y a ce besoin d'harmonisation. En orange, c'est relatif à tous les ACV en général. En vert, c'est plutôt pour ceux qui sont sur les bioproduits. Donc, on a évidemment tous les enjeux autour de la multifonctionnalité et du diagramme de frontières. Qu'est-ce qu'on inclut, qu'est-ce qu'on n'inclut pas dans le système? Ça, je vais y revenir, donc j'en parle moins maintenant. Il y a tout ce qui a trait à quel fournisseur on va choisir dans notre système. Ça aussi, je vais y revenir. Mais aussi sur un aspect dynamique. Ça, je ne vais pas y revenir, donc j'en parle un peu. C'est cette notion qu'on fait l'ACV dans une perspective d'anticipation des conséquences d'investissement, hein, souvent qui, eux, vont avoir lieu dans le futur. Donc, si on change l'énergie ou on remplace de l'énergie dans le futur, quelle énergie ça va être? Ça, il faut se poser ces questions. Puis l'idée ici, c'est de développer des ensembles de scénarios qui ont une forte cohérence logique interne et qui sont également quantitatifs pour qu'on puisse avoir, par exemple, ce choix de fournisseurs qui varie dans le temps en fonction du scénario prospectif. On a tout ce qui a trait à la dynamique, à la comptabilisation du carbone. Donc ça, entre autres, ça inclut les enjeux de carbone biogénique. Est-ce qu'on compte comme -1, comme 0, comme +1? Quand on a un certain espace entre le temps où les émissions, où le carbone est absorbé par la biomasse, et puis celui où il va être retourné à l'atmosphère, soit sous forme de CO2, mais potentiellement sous forme d'autres gaz, CO, CH4 par exemple. Comment on fait pour prendre ça en ligne de compte? Donc ça, c'est pas très bien fait aujourd'hui. Il y a encore beaucoup de développement. Bon, il y a entre autres des méthodologies qui existent pour essayer de traduire ça en termes de forçage radiatif, éventuellement en termes d'impact sur la température. Ça, c'est bien pour le changement climatique, mais pour les autres impacts encore, on a un peu de difficulté. Donc, il y a un gros travail qui se fait ici. Un autre enjeu qui est celle de la compétition pour l'utilisation des terres arables, ça, je vais y revenir. Un autre enjeu qui est d'assurer un bilan de substance, donc ça peut paraître logique, hein, c'est tant on veut boucler le bilan de masse, il faut aussi boucler le bilan de substance. Donc, si on a, disons, un fumier qui a une composition de carbone, azote, phosphore, potassium, etc., on lui fait faire différents traitements, il va être stocké, il va perdre de l'azote, par exemple, sous différentes formes, ammoniac, N2O, NOx. Et puis, on ne peut pas juste prendre un facteur d'émission, par exemple, pour nos NOx, et puis, sans vérifier, mais est-ce qu'on a assez d'azote pour émettre tout, tout ce facteur-là qu'on prétend émettre? Donc, ça se voit parfois dans certaines analyses cycle de vie que j'ai révisées en tous les cas. Donc, il faut aussi boucler le bilan de substance comme on boucle le bilan de masse. C'est un enjeu particulièrement dans l'organique, c'est moins un enjeu dans l'inorganique. Il y a tout ce qui a trait à la biodiversité. Je vais en parler rapidement parce que ce n'est pas mon domaine de prédilection. Ça fait quand même un moment que les gens y travaillent. Par contre, ce n'est pas très bien intégré encore dans les analyses cycle de vie. Comme impact, en tous les cas, il y en a qui essaient de prendre un proxy par rapport à l'utilisation des terres arables pour refléter la biodiversité. Bon, il y a encore beaucoup de chemin à faire pour refléter ces enjeux liés à comment on impacte la biodiversité avec un procédé donné. Ensuite, un enjeu sur les incertitudes, je vais y revenir.
Un autre enjeu qui est la raison pourquoi j'aurais beaucoup aimé être parmi vous, qui est cette idée d'assurer que nos résultats soient utilisables par ceux qui ont commandé la CV1 dès le départ. Donc, on va arriver avec les décideurs qui, eux, veulent prendre des décisions d'investissement si on fait mieux sur le changement climatique, on fait pire sur l'eutrophication marine, ils vont nous dire, OK, mais qu'est-ce qu'on fait? Donc, l'idée, c'est quand même pas de dire, on fait que changement climatique. Non, c'est la raison d'être de la CV, c'est d'avoir, ou une des raisons d'être, c'est d'avoir ce trade-off entre les différents impacts. Donc, ça, il faut le refléter, mais il y aurait peut-être lieu, au-delà des méthodes de pondération qui existent, d'arriver à hiérarchiser peut-être les impacts en fonction de critères de performance clés, selon les filières, selon les régions, que sais-je. Mais en tout cas, il y a lieu d'avoir un dialogue entre les praticiens ACV puis ceux qui vont utiliser les résultats, entre autres pour qu'ils comprennent les indicateurs, etc. Ça, j'y crois beaucoup. Bon, je sais qu'il y en a qui y travaillent, mais c'est encore un grand domaine à développer. Et finalement, il y a de plus en plus d'ACV où on a des bioproduits, où on va produire un coproduit qui peut être utilisé en alimentation animale. Et puis ça, on gère ça de façon très approximative aujourd'hui avec un équivalent protéines. Bon, tiens, on va éviter tant de soja. Mais c'est un peu plus complexe que ça. On ne se demande pas, est-ce que c'est digestible? À quel animal, premièrement, ça va être donné? Donc, les conséquences peuvent être différentes en fonction de à quel type de production on s'adresse. Donc, ça, c'est quelque chose sur lequel on travaille dans mon équipe. Donc, les frontières du système, un exemple simple ici que j'ai choisi, c'est le cas de la paille qu'on va utiliser pour faire de la biohuile, qui, elle, va être par pyrolyse, qui, elle, va être utilisée comme source de chaleur dans des endroits où on n'a pas accès au réseau de chaleur urbain. Donc, on a notre paille, on va avoir différentes opérations de manutention, on stocke, on va broyer, ça va nous faire de la poussière, on fait la pyrolyse, ça nous donne notre biohuile, mais aussi des coproduits. Notre biohuile, elle va être brûlée, ça va nous faire de la chaleur qui va faire en sorte qu'on n'aura pas à produire la chaleur qu'on utilisait avant, là où il n'y avait pas accès au réseau de chaleur urbain, qui était dans ce cas-ci la biomasse. Soit. Mais on a aussi des coproduits, c'est ce qu'on trouve ici en violet. Et puis, une façon de gérer ça, comme vous savez, c'est la fameuse allocation. Donc, de dire, par exemple, ce procédé-là ici, la pyrolyse, ça nous génère 10 kg de CO2 équivalent. On va le répartir entre nos différents produits selon la quantité d'énergie qu'il y a dans chacun des produits. Donc, on pourrait dire que notre biohuile, qui est notre produit d'intérêt, prendrait 80 nos gaz non compressibles prendraient 20 et la phase aqueuse et le biochar prendraient 0. C'est une façon de faire, mais on peut faire mieux, d'autant plus que si on décide de changer la façon dont on fait cette répartition, si on le fait par masse sèche ou par masse humide, on va avoir un résultat différent. Et puis, ça nous fait quand même perdre une partie de notre bilan de masse. Donc ici, on disait que ça nous faisait 8 kg de CO2 équivalent. Donc, on en a 2 qui disparaissent parce qu'ils ne sont pas attitrés à notre système. Donc, il faut rappeler aussi que le standard ISO nous dit que là où c'est possible, l'allocation doit être évitée. Et puis, une des façons d'éviter cette allocation, c'est d'avoir une approche de marché, moi je dirais, cette idée d'expansion des frontières du système, où on va considérer, mais ces coproduits-là, les compagnies, elles n'ont pas intérêt à juste les accumuler ou les envoyer en gestion de déchets, mais de les vendre. Tout ce qui peut être vendu doit être vendu ou optimisé en tous les cas. Puis, donc, c'est de comprendre, ça va aller sur quel marché. Puis, du coup, une fois que c'est sur ce marché-là, ça va remplacer quoi? Donc, si, par exemple, exemple simple, le gaz non compressible aurait été brûlé, puis ça nous aurait produit de la chaleur, et cette chaleur-là, on n'a pas à la produire avec la chaleur du réseau de chaleur urbain, là où la pyrolyse se situe, qui serait du gaz naturel dans ce cas-ci. Donc, on peut dire que ça, c'est incertain, parce qu'on ne sait pas, surtout quand on a des nouveaux procédés, on ne sait pas forcément à quel marché ça pourrait aller, puis qu'est-ce que ça va remplacer. Mais ce n'est pas une bonne raison de ne pas le faire. Donc, du coup, ce qu'on peut faire, si on n'est pas certain, c'est de faire plusieurs scénarios et de le gérer par analyse de sensibilité, puis voir finalement à quel point c'est important ou pas de s'assurer que nos coproduits vont sur tel ou tel marché.
ça, dans l'intérêt du temps, je vais passer. Je vais venir à cette idée du fameux counterfactual, hein. C'est cette idée que quand on a des résidus, comme ici, c'était le cas avec notre paille de départ, hein, on ne va pas produire plus de paille parce qu'on en a besoin, parce qu'on veut faire de la biohuile. La paille, c'est un coproduit. Ce qu'on fait, c'est le blé, par exemple. Et ben, du coup, cette paille-là, quand même, il faut se rappeler que si nous, on la mobilise pour notre pyrolyse, mais si on n'avait pas fait ça, eh ben, il se serait passé quelque chose avec. Dans ce cas-ci, bon, on dit elle serait restée au sol et puis elle se serait décomposée. Donc, on évite cette décomposition naturelle. C'est pour ça qu'on a des pointillés ici. Même chose pour, par exemple, la mélasse de betterave qui intéresse beaucoup la biotech. Ben, c'est un coproduit. Donc, si on prend la mélasse de betterave pour un produit de biotech, ben, on l'a pu pour ce qu'on en faisait avant. Typiquement, c'est l'alimentation animale. Puis, du coup, ça fait qu'il va falloir compenser par exemple, une production additionnelle de maïs pour compenser ces carbohydrates qui manquent. Alors, le changement d'utilisation des terres, je vais être un peu plus longue parce que c'est important. Je ne passerai pas à travers tout ça ici, mais ce qui est important de se rappeler, c'est que la quantité de terres émergées, là où on peut cultiver, elle est limitée. On utilise déjà 36% de la surface pour l'agriculture. Donc, si on veut plus de biomasse, c'est assez difficile d'éviter la déforestation, donc la conversion de forêt en agriculture. Et puis, d'une certaine façon, peut-être conversion de pâturage en agriculture en intensifiant, par exemple, ou en mangeant moins de viande. C'est à quoi ça ressemble, le changement d'utilisation des terres. On peut prendre un exemple avec le miscanthus, par exemple, qu'on voudrait cultiver en France pour faire un bioproduit donné. En France, déjà, on utilise à peu près toute la surface agricole utile disponible. Donc, si on veut faire une nouvelle culture, il va falloir en enlever une. C'est souvent ce qu'on observe. Dans le cas des pays scandinaves, souvent on observait que c'était l'orge qui était déplacée. C'est pour ça ici qu'elle est en pointillé. Puis, on va appeler le Direct Land Use Change la différence que ça fait en termes de bilan, phosphore, carbone, azote, etc., de cultiver le miscanthus plutôt que l'orge. Toutefois, cette orge-là qui est plus produite par la France, elle est toujours demandée sur le marché mondial. Et puis, ça va induire un certain changement des prix. Et puis, ça peut donner un incitatif à des fermiers de produire plus par hectare de terre, entre autres en appliquant plus de fertilisants, avec de l'irrigation, avec des nouvelles technologies. Et ça, c'est ce qu'on appelle l'intensification. Ensuite, un autre phénomène, c'est que quelque part dans le monde, des terres qui sont aujourd'hui en forêt vont être converties pour l'agriculture. Alors ça, c'est ce qu'on appelle l'expansion. C'est souvent un peu des deux mécanismes qu'on observe. Donc, pourquoi c'est important? Ça, c'est que, quand on va faire la déforestation, souvent, c'est dans des endroits qui sont un peu éloignés, on va tout couper. Donc, tout le carbone qui est accumulé dans cette biomasse-là va souvent être juste brûlé parce que c'est comme ça que c'est plus facile à gérer. Et puis, donc, il va être émis, soit en CO2, mais pas que, potentiellement en CO aussi. Il va y avoir aussi des émissions de NOx. Et puis, ensuite, quand on va retourner la Terre, même chose, le carbone qui a été accumulé pendant des années, il va entrer en contact avec l'oxygène de l'air, il va s'oxyder, puis ça va faire des émissions de CO2, entre autres. Alors, ça, c'est deux éléments. Comment on évalue le changement d'utilisation des terres? Je ne rentrerai pas dans le détail, mais je peux dire qu'il y a une approche, qui est celle que j'utilise, qui est d'avoir un facteur générique en termes d'hectares demandés. Donc, peu importe où on se situe sur la planète, quand on demande un hectare additionnel, on va comptabiliser que ça a le même effet. On va se baser sur des statistiques du passé, typiquement les 10 dernières années, pour déterminer tant le ratio expansion-intensification. Ça, on peut le faire facilement avec les statistiques de la FAO. De comprendre où la déforestation s'est située pour traduire ça en émissions, parce que ça va être différent selon là où on se situe dans le monde. Puis, on peut faire ça avec des facteurs qui viennent, entre autres, du GIEC et complétés par certains autres. Et on va modéliser l'intensification. Souvent, l'intensification, elle va que refléter un mécanisme qui est
par ajout de fertilisants. Ça, c'est un peu conservateur comme approche, mais c'est souvent bon, ce qui est fait. Bon, ça, on peut trouver plus de détails, entre autres, dans cette publication-là ici, et puis qui fait référence en retour à celle-là ici. Et puis, ben, si on traduit ça en tonnes de CO2 équivalent, mais ce n'est pas que ça, parce qu'on a plusieurs flux, pas que CO2 et pas que des gaz à effet de serre, ben, ça nous donne 4,8 tonnes de CO2 équivalent par hectare demandé par an. On a aussi des facteurs par mégajoule. Ça, c'est souvent bon, ce qui a été fait dans les études pour les biocarburants. On a aussi la méthode du Product Environmental Footprint Category Rule. Et puis, là, il faut faire gaffe ici. Ça, c'est une méthode de la Commission européenne où ils vont nous dire que on n'inclut pas le changement d'utilisation des terres indirect, on n'inclut que le direct selon une méthodologie bien spécifique qui, elle, comment dire, va nous dire que si on considère une plantation qui existe depuis plus de 20 ans, on peut ignorer le changement d'utilisation des terres, par exemple, puis qui va ne donner que des facteurs en tonnes de CO2 équivalent par an. Donc, on n'a pas la distinction entre les différents flux. Pour faire rapidement, mais bon, disons que les enjeux reliés à ça, les critiques, hein, elles sont résumées dans ce travail. Et puis, il faut faire gaffe si on a notre propre facteur de changement d'utilisation des terres dans EcoInvent, il y a des grands risques de faire du double comptage. Donc, entre autres, il y a ce fameux facteur carbon dioxide from soil or biomass stock qu'il faut absolument mettre à zéro. Ça, c'est assez simple, c'est dans les flux. Mais il y a un procédé qui apparaît pour certaines cultures, mais pas toutes, qui s'appelle Market for Land Use Change et puis qu'il faut mettre à zéro. Donc ça, on va l'observer, par exemple, il va être là pour le soja argentin, hein, de mémoire, mais pas pour le soja américain, par exemple. Donc, il y a un peu d'incohérence dans EcoInvent pour le Land Use Change. Donc, c'est pour ça qu'on est mieux de faire avec notre propre méthode. Mais il faut un œil de lynx là pour être sûr d'enlever tous ces procédés-là, Market for Land Use Change. Alors, maintenant, les fournisseurs. Donc, à travers nos différents procédés, bon, ici, on avait manutention, on avait le broyage, on avait la pyrolyse. On va avoir différentes activités comme de l'électricité. Bon, ce n'est pas le cas ici, mais on pourrait avoir, par exemple, différents réactifs, du formaldéhyde, disons. On pourrait avoir des fertilisants. Puis ensuite, on se demanderait, oui, mais je prends quel fertilisant? De l'électricité, je prends quel type d'électricité? Formaldéhyde, je prends quel type? Il y en a plusieurs. Et puis, ce qui est fait traditionnellement, c'est d'utiliser, de refléter la consommation ou le marché actuel, hein, le pourcentage sur le marché actuel. C'est ça, c'est la méthode qu'on appelle méthode average, moyenne. Par contre, ce n'est pas correct de faire ça parce que ce n'est pas tous les fournisseurs qui peuvent réagir à un changement de la demande. Par exemple, le fameux exemple de l'électricité dans un pays comme la Norvège, de l'hydroélectricité, qui est déjà complètement exploitée. Donc, si on a une demande additionnelle en électricité, ben, ce n'est pas l'hydroélectricité qui peut réagir. Alors voilà, pour identifier ces fournisseurs qu'on appelle les fournisseurs marginaux qui vont réagir à un changement de la demande, nous, on a une méthode qui est basée sur le taux de changement qui nécessite des prédictions, hein, soit basées sur une extrapolation du passé ou complètement des méthodes prédictives. Mais toujours est-il, en tout cas, qu'il y a lieu d'harmoniser comment on fait ça parce que ça fait une différence. Et les incertitudes, c'est nécessaire. Hein, la méthode ISO nous dit qu'il faut les avoir. Et puis, ça nous permet de voir, par exemple, dans un cas comme ici, on aurait pu penser que ce système est mieux que ce système, alors que quand on prend les incertitudes en ligne de compte, on voit que, non, il y a chevauchement, et puis du coup, on ne peut pas conclure entre les deux, on peut simplement dire qu'ils sont mieux que ce système et ce système. Il y a certains enjeux dans les logiciels ACV de référence, par exemple, lié à l'application de Monte Carlo, si on utilise la base conséquentielle EcoInvent, on ne va pas arriver à faire plus que 15-20 simulations. Après, ça va cracher.
Donc, ouais, il y a lieu de trouver des méthodes alternatives. Il y en a une, par exemple, qui est la méthode du Global Sensitivity Analysis, qui est une méthode simplifiée, hein, qui a été proposée par Bisinella et al., mais qui permet quand même de façon assez élégante de refléter tant la sensibilité des différents paramètres que la contribution de leur incertitude au système total. Et puis voilà, pour terminer, ben, j'annonce un peu de lumière au bout du tunnel, qui est un projet européen qu'on va démarrer en 2022, qui s'appelle Align, qui va allier tant des universités comme Aalborg, Antwerp, NTNU avec Francesco Cherubini, et puis nous de l'INSA, et des partenaires industriels de différents secteurs de la bioéconomie, où on va s'attaquer à ces 6 piliers-là pour arriver à, comme je le dis depuis tout à l'heure, harmoniser les méthodes qui sont utilisées puis faire des propositions très claires. Et ben, d'ici là, je vais vous en dire plus quand on aura avancé avec le projet dans 3 ans. Mais en tous les cas, je vous remercie pour votre attention. Désolée encore de ne pas pouvoir être sur place. Et puis, si vous avez des questions, n'hésitez pas, elles sont les bienvenues. Donc, merci beaucoup pour votre attention.